et qu'il faut aussi honorer parce que ce sont des victimes de la guerre. Et nous pensons à la douleur des familles, aux mères qui perdent leurs fils, aux épouses qui perdent leur époux, aux enfants qui perdent leur père. Et cette mémoire, comme de nombreux témoignages l'ont montré lors du 100e anniversaire, à travers les travaux menés par l'Oudragas, en ressortant toutes les lettres des familles, a marqué l'histoire de toutes les familles et de beaucoup de familles de Gravelle. Nous honorons d'abord cela, mais nous honorons aussi tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille à cette occasion, qu'ils viennent de tous les villages de France, bien sûr, mais qu'ils viennent aussi d'ailleurs, les soldats algériens, les tirailleurs marocains, les tirailleurs tunisiens, les tirailleurs sénégalais et africains, les soldats indochinois, tous tombés en masse pour défendre la patrie républicaine. Nous ne les oublions pas. Il est donc décisif pour nous de maintenir cette mémoire à travers ce type d'événements qui nous rassemble. Mais comme l'ont dit les messages lus ici, ou le propos de notre député, à travers cette mémoire, nous manifestons notre attachement à la paix et notre refus de la guerre. Et je vous invite à relire ce passage des mémoires du général de Gaulle, dont on ne peut pas dire qu'il a fui les combats, et qui disait que le meilleur des militaires, c'est celui qui permet de garantir l'indépendance de son pays sans avoir recours à la guerre, car toutes les guerres, y compris celles qu'on gagne, on est toujours perdant. La guerre est une abomination, une façon de régler nos conflits qui ne les règle pas. Et donc, nous devons absolument agir ensemble pour la paix, comme chacun d'entre vous vient de le rappeler. Agir pour la paix, cela peut être mené par les États, par leur diplomatie, dont c'est la responsabilité. Mais cela est aussi mené par les peuples eux-mêmes, à la base, par les liens que nous nouons avec les peuples du monde entier. Car si la guerre se déclenche et qu'elle déchaîne des violences inouïes, cela paraît parfois dû à un événement particulier. Par exemple, en 1914, c'est l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc d'Autriche et de son épouse par un nationaliste serbe qui s'est précipité et qui les a tués. Qu'est-ce qui motivait cet illuminé? Ce qui le motivait, c'est le fait que la Bosnie-Herzégovine, dont Sarajevo est la capitale, venait d'être envahie par l'Autriche qui avait annexé la Bosnie-Herzégovine, l'Empire autrichien. Il croyait défendre les siens par cet acte, et en fait, il a déclenché la guerre mondiale. Car la Serbie a déclaré immédiatement la guerre à l'Autriche, en plutôt c'est l'Autriche qui a déclaré la guerre à la Serbie, et à ce moment-là, la Serbie a appelé la Russie, son allié, à rentrer dans la guerre, la Russie est rentrée dans la guerre, et comme la France et la Grande-Bretagne étaient alliées à la Russie, ils sont aussi rentrés dans la guerre. Cette explication ne prend les choses que par le petit bout, parce que depuis plusieurs années, jusqu'en 1914, tout le monde avait envie de régler les conflits par la guerre. Et les voies de la paix, comme celle de Jean Jaurès, opportunément rappelée par notre député, étaient étouffées. Ou les voies pour la paix, comme celle de Karl Liebknecht en Allemagne, étaient étouffées. Non, rien n'a été réglé par cette guerre. Des millions de morts, 18 millions de morts, rien n'a été réglé. Et donc, il faut bien comprendre que le combat pour la paix est un combat permanent. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui nourrit l'envie de guerre?
C'est un sentiment ou non, pas un sentiment, un poison qui pénètre les veines et les raisons. Le poison du racisme, le poison de la xénophobie, le poison de la haine de l'autre, de croire que nos problèmes viennent de celui qui est différent et qui est à côté de nous. Lorsque ce poison se répand, vous risquez non seulement d'avoir la guerre, mais vous risquez aussi d'avoir la guerre civile. Il faut donc appuyer sur les valeurs de notre République, refuser ce poison du racisme, quelle qu'en soit la forme. Et nous, République française, savons qu'on en combat toutes les formes. Et là, je tiens à dire que dans les fondements de la République française, il y a la condamnation sans appel de l'antisémitisme qui stigmatise le peuple juif. Jamais nous ne céderons à l'antisémitisme. D'autant plus que dans notre pays, le pouvoir politique de 1940 à 1944 de l'État français était un État antisémite que la résistance et la libération ont pu balayer. Nous n'oublions pas que sous l'ordre du préfet régional 6 à Montpellier du Languedoc, le camp de Rivesaltes a été élargi pour y mettre tous les juifs. Et ensuite, que ce sont des policiers français et des gendarmes français qui, obéissant aux ordres de l'État, ont mis ces juifs dans les wagons qui les ont emmenés vers les camps d'extermination. Alors on me raconte parfois qu'on ne savait pas, qu'on croyait que les Juifs étaient emmenés dans un État en Pologne pour y faire du jardinage. Oui, des gens ont écrit ça. Mais c'est faux. Le Parisien, le journal Le Parisien, le Petit Parisien, il s'appelait comme ça, titrait « Il faut exterminer les Juifs ». Et ceux qui aggravaient, peut-être il y en a ici, qui sont allés à la messe le 7 septembre 1942, juste après ce terrible mois de juillet et d'août, où les Juifs ont été raflés en masse partout en France, dans la partie libre, non occupée, pour être plus exact, et la partie occupée. L'archevêque a fait lire un texte que tous les paroissiens de l'époque ont bien entendu. Il disait que emprisonner les Juifs était contraire aux valeurs humaines et aux valeurs de l'Évangile, et que les emmener, c'était les emmener vers une mort certaine. Donc tout le monde savait, mais n'osait le dire. Nous avons rompu avec l'antisémitisme à cette occasion par la libération de 1945. Donc, elle ne doit pas trouver place parmi nous. Et de la même manière, aujourd'hui, nous devons condamner de manière la plus ferme l'islamophobie, stigmatiser nos compatriotes musulmans à cause de leur religion, alors qu'ils ne sont en rien responsables du terrorisme qui, lui, n'a rien à voir avec les convictions religieuses. Faut-il rappeler que la loi de 1905, celle de la laïcité, que nous honorons tous, ces 3 premiers articles sont très clairs. Le premier article dit que chaque être humain doit disposer de sa liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, que c'est sa liberté, qu'on ne peut pas lui imposer une croyance. L'article 2 dit très clairement que l'État est neutre et séparé et ne salarie et ne subventionne aucun culte, que la religion est une affaire privée. Et l'article 3, qu'on oublie souvent de citer, signifie que l'État doit garantir la liberté du culte de toutes les religions. Toutes les religions doivent avoir le droit d'exister librement. La religion catholique, la religion protestante, la religion israélite, la religion bouddhiste et bien sûr la religion musulmane. Le respect des libertés publiques est un élément fondamental. Alors, la France de la liberté,
la France de l'égalité, la France de la fraternité, la France de la laïcité, tend la main à tous les peuples du monde, d'autant plus qu'ils sont présents dans notre communauté. Près de la moitié des habitants de Grabel sont soit nés à l'étranger, soit un parent étranger, soit un grand-parent étranger. Nous nous sommes unis, de nombreux couples mixtes sont formés, nombreux enfants sont nés. Nous sommes un peuple brassé, et ce peuple brassé, il peut être un vecteur de paix, parce que nous savons ce que cela peut signifier de décider de vivre ensemble en paix, en respectant chacun dans sa différence et en ne faisant aucune discrimination en fonction de la nation, de l'ethnie, de la couleur de peau ou de la religion. Nous sommes tous des frères en humanité. C'est ça notre message. Il faut donc que chacun d'entre nous, à l'échelon où nous sommes, devons tendre la main aux autres pour tenter de former ensemble une vraie paix civile. Alors, certains me disent, occupons-nous de nos propres petites affaires et laissons le monde courir à sa perte. Il ne nous concerne pas. Les affaires internationales ne nous concerneraient pas. Mais si on oublie le monde, lui, ne nous oublie pas. Et la preuve, elle est là. Ils sont morts dans une guerre mondiale. Nous devons donc à notre niveau, à notre petit niveau, modeste, communal, nouer les fils de la paix entre les peuples. Et aussi, je suis fier de vous annoncer une venue exceptionnelle sur Grabel, dont je vous préciserai tout à l'heure la date, de personnes extraordinaires. On les appelle au Japon les Hibukusha, les rescapés des bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils ont lancé un appel, il y a de longues années, pour que les maires et les villes rentrent dans un réseau des villes pour la paix. Et nous, à Grabel, nous avons rejoint récemment ce réseau, peut-être un peu trop tardivement, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Et ces personnes nonagénaires font le tour du monde pour dire aujourd'hui, ne retombons pas dans la folie nucléaire. Vous avez vu, quelques signes apparaissent, comme quoi les grandes puissances, la Russie, les États-Unis, l'Iran, l'Inde, le Pakistan, la Chine, Israël, sont des pays nucléaires. Donc le risque nucléaire existe. Ils nous disent, faites attention, ne sombrez pas là-dedans. Ces personnes ont obtenu le prix Nobel de la paix, en rendant visite le 29 novembre, le samedi 29 novembre, et nous les recevrons à la mairie pour leur signifier tout notre soutien et à leur initiative. Je vous invite à y participer au fronton de la mairie, à côté du drapeau de la République française, du drapeau de l'Union européenne. Il y aura le drapeau du Japon, comme toutes les villes qui les accueillent le font. Et nous manifesterons ensemble, aujourd'hui, à ce moment-là, notre volonté de paix. Ce combat commun que nous allons mener ensemble pour garantir la paix civile et la paix entre les peuples mérite l'abnégation de chacun. Vive Grabel, vive la France, vive la République.